Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le premier épisode consacré au Group of Five pour la saison 2025. Un épisode qui va porter sur les résultats dans les différentes conférences du Group of Five et puis ensuite également les matchs hors conférence les plus importants. Dans cet épisode-là, on va donc revenir sur les premiers matchs de conférence. Ça y est, on est en week 4, ça y est, on rentre dans le vif du sujet, on rentre dans les matchs de conférence et dans un Group of Five où gagner sa conférence est le plus important puisqu'on rappelle depuis l'année dernière une équipe du Group of Five, donc une équipe de l'American ou de la Mountain West ou de la Sun Belt ou de la MAC ou de la conférence USA aura une place automatique pour les playoffs. Ce sera le vainqueur d'une de ces 5 conférences, celui qui sera le mieux classé, celui qui aura le meilleur bilan, celui qui aura le meilleur dossier, qui sera invité pour le bal de fin d'année. L'année dernière, c'était Boise State, les Broncos qui étaient allés en playoff avec un bilan de 13 victoires pour une défaite. C'était face à, de 12 victoires et une défaite. Et ayant remporté la Mountain West, la seule défaite ayant été contre Oregon. Et surtout, que les autres champions de conférence ont pas été ont été moins impressionnants, on va dire. Eh bien, Boise State avait été invité, avait joué directement dès les quarts de finale. C'était face à Penn State, où ils ont ensuite été éliminés. Qui va donc succéder aux Broncos cette année? On a pu le voir dès le début de la saison qu'il y a eu pas mal de surprises, pas mal de matchs intéressants. Une équipe semble être en tête, South Florida. On en parlera dans une petite rubrique en fin d'épisode sur tout ça. Mais en attendant, je vais donc commencer à vous parler un petit peu des matchs du week-end en Group of Five, des plus importants. On va pas rentrer dans le détail des autres matchs. Et on va commencer avec la conférence numéro 1 du Group of Five cette année. L'année dernière, ils étaient un petit peu en retrait par rapport à la Mountain West, mais il semblerait que cette année, l'équipe qui ira en playoff sera issue. En tout cas, il y a beaucoup de favoris qui sont dans cette conférence, donc on peut se le dire. L'American Conference, l'ancienne AAC, devenue simplement l'American. Une week 4 qui avait commencé avec la victoire de Rice à Charlotte. Rice qui est en 3-1 et qui ouvre ses matchs de conférence avec une victoire à Charlotte. Mais surtout, le gros résultat du début de week 4, c'était le vendredi soir du côté de Stillwater avec Tulsa qui a battu Oklahoma State 19-12 dans un match de rivalité, puisque c'est la Turnpike classique entre deux facs de l'Oklahoma. Cela faisait depuis 1999 que Tulsa n'avait pas gagné face à Oklahoma State et surtout depuis 1951 qu'il n'avait pas gagné à Stillwater. Avec un QB freshman qui jouait son premier match en carrière, Baylor Hayes, le Golden Hurricane a été sérieux en défense et en attaque, réussissant un 7 sur 19 en troisième down et surtout un 3 sur 3 en quatrième down. Ils ont contrôlé la cloque grâce à un très bon jeu au sol de Dominic Richardson qui a fait 146 yards en 31 portées. Une victoire donc qui a entraîné également la fin de l'ère Mike Gundy à Stillwater qui n'a pas survécu à cette défaite couplée avec la très mauvaise saison 2024. Tulsa donc avec 2 victoires et 2 défaites avant de démarrer les matchs de conférence puisque l'American joue un format à 8 matchs. Belle victoire de la part de Tulsa, donc beau premier match de la part du freshman Hayes. Richardson a été très très bon. Ça a pas mal spread la balle autour des receveurs de Tulsa. Très bon contrôle de la cloque, surtout. Ça a surtout été le contrôle de la cloque qui a permis à Tulsa de l'emporter avec 35 minutes de possession. Bref, Tulsa a fait le match parfait, n'a marqué qu'un seul touchdown et a marqué à chaque fois des field goals, mais a su contrôler Oklahoma, qui a tenté un comeback en fin de match insuffisant. Et donc, c'est une belle victoire pour Tulsa. Il y avait 2 autres matchs qui étaient très très importants dans la course au playoff, alors que les matchs de conférence commencent la semaine prochaine pour ces 2 équipes. Tulane et Memphis affrontaient chacune une équipe de ACC. On va commencer avec l'exploit en tout cas la victoire, celle de Memphis. Memphis qui accueillait Arkansas samedi, c'était à 18h. Le match a été vraiment très serré et les Tigers ont réussi à revenir dans le match, menés 28-17 à la fin de la première mi-temps. Ils ont réalisé une deuxième mi-temps presque parfaite puisqu'ils n'ont encaissé que 3 points.
et en ont marqué 15, ce qui a été tout juste suffisant pour l'emporter 32-31. Ça a été un match très plaisant à suivre avec pas mal de rebondissements et donc ce comeback de Memphis dans la deuxième mi-temps avec un Arkansas qui n'arrivait plus du tout à avancer, qui n'arrivait plus du tout à produire du jeu jusqu'au dernier drive qui aurait dû les amener à la victoire. Hein. Arkansas qui arrivait enfin à avancer juste après avoir encaissé le touchdown qui permettait aux Tigers de revenir devant. Arkansas a fait un très bon drive qui les a emmenés jusqu'à la red zone, jusqu'à une vingtaine de yards de la end zone. Il restait alors plus qu'une minute 30, quelque chose comme ça, hein, si je dis pas de bêtises. Et il devait plus rester grand chose en termes de time-out de la part de Memphis quand il y a eu un fumble. Le fumble de Mike Washington Jr. qui en fait plonge un petit peu au-dessus de la ligne de scrimmage et qui se fait plaquer un très beau plaquage avec le point sur le ballon qui fait donc tomber le ballon récupéré par Chris Bracy et donc Arkansas qui perd la balle alors que franchement ils auraient vraiment pu faire tourner la cloque et gagner avec un field goal. Ils auraient pu poser le genou plusieurs fois, bref, envoyer le field goal. En tout cas, très mauvaise gestion. En tout cas, la fin de drive a été mauvaise alors que le début était très bon. Ils ont un peu trop forcé pour gagner à tout prix des yards. Ça a été un peu mal joué. Une grosse agressivité aussi de Mike Washington qui plonge et donc qui s'expose à un fumble. Bref, ce qui est arrivé devait arriver. Et donc Arkansas qui perd à Memphis. Memphis en 4-0. Braden Lewis a fait un match complet, hein, avec presque 200 yards dans les airs et plus de 100 yards au sol. Braden Lewis qui est passé par Colorado puis Nevada, qui remporte sa première victoire de prestige en sa carrière pour sa dernière saison. Le joueur avait été d'ailleurs très ému en fin de match. Un jeu au sol qui a été la force des Tigers avec un Sutton Smith qui était à 147 yards en 12 portées. Un Sutton Smith qui a fait très 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 mal à la run D d'Arkansas. Bref, Memphis réalise vraiment le match qu'il fallait et remporte une victoire de prestige et s'avance donc en 4-0 au moment de commencer les matchs de conférence. Une belle victoire face à une équipe de la SEC qui comptera en fin de saison quand il faudra faire le bilan entre les vainqueurs de conférence. Bien sûr, il faudra gagner sa conférence, mais voilà, Memphis a fait ce qu'il fallait avec cette victoire. L'autre match entre une équipe de ACC et une équipe d'américaine, c'était le déplacement de Tulane à Ole Miss. Donc dans un match qui était autrefois une rencontre de la Southeastern Conference et qui est également un match de rivalité, mais qui est à sens unique, hein, puisque ça fait très longtemps que Tulane n'a pas remporté un match contre Ole Miss. Je crois que ça fait depuis au moins les années 90, voire même plus loin encore. Bon, Tulane n'a pas existé dans ce match-là. Hein. Les Rebels d'Ole Miss ont été beaucoup trop forts. Un homme a particulièrement brillé. Le quarterback Trinidad Chamblis a fait un match complet avec plus de 300 yards et 2 TD à la passe, ainsi que 100 yards à la course. Mais pas de TD à la course, mais plus de 100 yards également à la course. Bref, un très très gros match de Trinidad Chamblis qui remplaçait Austin Simmons sur ce match-là et qui a vraiment fait le taf. Il y a eu un turnover partout, mais la défense d'Ole Miss a maintenu Tulane sous les 300 yards. Ça fait très longtemps que Tulane n'a pas produit aussi peu de yards dans un match. Jack Retzlaff a été bench en cours de match. Il a complété seulement 5 passes pour 56 yards et son remplaçant Braden Sullivan n'a pas été mieux. Il a également complété 5 passes, lancé un touchdown, mais également une interception, le tout en 48 yards. Le retour sur terre est brutal pour la Green Wave qui a été dépassée partout et qui démarrera les matchs d'American avec une défaite en hors conférence, mais qui a quand même réussi à battre Northwestern et Duke. Mais clairement, la marche a été trop haute, hein, dans ce match-là face à Ole Miss. Le déplacement en plus à Ole Miss, donc il n'y a pas eu photo. Ole Miss était bien plus sérieux. Ole Miss a vraiment fait respecter son statut d'équipe classée top 15, même top 13, hein, si on est tatillon. On salue d'ailleurs Val qui était présent au match et qui est toujours invaincu à Oxford. Je crois que c'est 4 matchs, 4 victoires. Il va aller voir le match samedi prochain contre LSU, donc on espère pour lui et les Rebels que ça continuera avec une victoire contre LSU. Du côté de Tulane, la défaite fait mal, mais voilà, on est en 3-1, on a quand même battu Northwestern et Duke, on a
perdu un match qu'on aurait dû perdre. En fait, c'est un peu ça le truc. Ça aurait été vraiment un immense bonus de gagner ce match. Bon, bah, ils l'ont pas gagné. C'est vrai que le petit bémol, c'est qu'ils se sont vraiment fait exploser. Ça aurait été mieux qu'ils tiennent dans le match. Mais bon, voilà, Tulane a perdu ce match, mais ce n'est pas très grave. Les matchs les plus importants, on va dire, commencent maintenant. Et, et on oubliera cette défaite de Tulane si c'est la seule défaite du reste de la saison. Autre match en American qui a été un match absolument fou. Le match entre North Texas et Army, deux outsiders en American qui sont derrière les favoris actuellement que sont South Florida, Memphis et Tulane. North Texas et Army font partie des équipes qui peuvent peut-être aller viser une place en finale. Le début de saison d'Army est pas incroyable, mais ça reste une défense solide, ça reste un game management très chiant à aller chercher et pourtant ils ont été submergés à domicile par le Mean Green de North Texas qui fait aussi un très très beau début de saison, notamment au niveau offensif. Il y avait 28-7 dans le deuxième quart-temps pour le North Texas grâce à 3 turnovers sur les 3 premiers drives des Black Knights. Des Black Knights qui ont ensuite réussi à amorcer un beau comeback en ne perdant plus le ballon et en contrôlant la cloque, tout en se permettant également un TD à la passe de 68 yards au passage. Ils ont aussi ensuite forcé un fumble en fin de match qui leur a permis de marquer le field goal de l'égalisation. Égalisation donc à 38 partout, mais North Texas a de la ressource et en overtime, ils sont allés chercher la victoire. Army étant 1-2 et n'aime pas trop les équipes du Texas puisqu'ils avaient perdu contre Tarleton State en week 1. Army donc qui ouvre ses matchs de conférence, le champion en titre en American. Army, puisqu'ils avaient gagné l'année dernière pour leur première saison dans la conférence, qui commence avec une défaite face à North Texas, qui lui est en 4-0. North Texas qui apparaît sur les tablettes des équipes potentiellement playoffables l'année prochaine, en décembre prochain. Il y aura bien sûr encore 7 matchs d'American à jouer. North Texas qui a aussi un match hors conférence à jouer qui sera face à qui d'ailleurs ce match hors conférence face à South Alabama la semaine prochaine. Enfin bon, voilà du côté de North Texas qui démarre bien et qui s'est cherché une belle victoire. Les autres matchs de l'American, on va revenir rapidement. UAB qui a perdu 56-24 sur le terrain de Tennessee. Temple qui a perdu 45-24 sur le terrain de Georgia Tech. South Florida qui s'est vengé de sa défaite la semaine dernière contre Miami et qui passe donc en 3-1 en battant South Carolina State, une FCS 63-14. BYU qui a gagné sur le terrain de East Carolina 34-13. UTSA et il y avait un autre match vraiment très sympa. On va en parler. On va en parler maintenant de ce match-là, ça permet de faire le pont avec la Mountain West, la conférence qui a envoyé un membre en playoff l'année dernière, c'était Boise State. On va d'abord parler d'un match entre American et Mountain West. C'était le match entre UTSA et Colorado State. Match absolument fou. En tout cas, la fin de match était absolument folle. Franchement, s'il y a une fin de match à regarder en replay, regardez cette fin de match-là. Ne le regardez pas sur le replay d'ESPN, enfin, ou en tout cas de la chaîne qu'il diffusait. Regardez-le plutôt sur la chaîne de l'American, justement, je crois, ou peut-être de la Mountain West, en tout cas de la conférence, parce qu'il y a un touchdown qui ne passe pas, enfin, qui n'est pas diffusé. Enfin, bref, vous savez comment c'est des fois, hein, les, vous savez comment c'est, hein, des fois, les replays des petits matchs comme ça, ESPN, des fois, qui cut un peu dans tous les sens. En tout cas, match absolument, fin de match absolument folle. Les Rams avaient égalisé à 10 partout. Avant que le quarterback de UTSA, Owen McCown, lance un check down à Henry Junior. Donc il lance une petite passe, Henry Junior qui est juste devant, enfin c'est vraiment un check down. Et ce check down d'Henry Junior se transforme en touchdown de 74 yards, c'est-à-dire qu'il passe entre les défenseurs puis il court le long de la ligne de sideline. Et donc ça permet à UTSA de repasser devant 17-10. Colorado State qui va leur mener un très très beau drive et qui va marquer à quelques secondes de la fin. Ils vont marquer le PAT, donc égalisé à 17 partout, mais UTSA va faire une faute offside, ce qui va donc laisser le choix à Colorado State de décliner ou d'accepter de rejouer une action. Mais
et donc, s'il décide de rejouer une action, si c'est un penalty, il est plus proche, et si c'est une conversion à 2 points, elle est plus proche également, parce que je crois qu'elle n'est qu'à 1 yard. Et donc, du coup, Colorado State se dit, on peut rejouer et tenter une conversion à 2 points à 1 yard pour plutôt qu'aller en overtime, gagner dès maintenant. Et ils vont louper cette conversion. En fait, ce qui se passe, c'est que le quarterback Fowler Nicolosi a du mal à trouver une cible, il se déporte un peu sur le côté, il lance vers son receveur qui catch la balle, mais malheureusement en fait il a pas les deux pieds, il a aucun pied dans la end zone. En fait, les deux pieds sont en dehors, il y en a un qui est à moitié en dehors, mais bon voilà, donc ça compte pas. Et donc malheureusement pour Colorado State, le choix de finalement jouer la 2 points conversion après la pénalité a fait qu'ils sont pas allés en overtime, qu'ils ont perdu le match. Après, ils auraient peut-être pu perdre le match aussi en overtime, et très souvent, il y a des coachs vous diront que des fois, il vaut mieux tenter la 2 points de conversion, parce qu'en fait, tu as peut-être plus de chances de gagner comme ça qu'en overtime, où il faut que tu mènes un drive complet en attaque, un drive complet en défense à partir des 25 adverses. Donc bon, en tout cas, voilà, Colorado State qui perd un match un peu bêtement. Ils ont tenté. Si c'était passé, on aurait dit bravo à eux. Voilà, c'est pas passé. UTSA est donc en 2-2, Colorado State 1-2. En tout cas, c'était une des fins de match les plus folles de la week 4. Allez la voir, elle est vraiment pas mal. On va parler vite fait, petite pause pour parler vite fait de la Pac-12, parce qu'on peut considérer que maintenant c'est une conférence Group of Five, même si c'est pas encore une nouvelle conférence, mais en tout cas voilà. Oregon State a fait illusion pendant un quart temps avant de prendre la foudre, et puis Washington State n'a pas réitéré son exploit l'an dernier. Ils ont encaissé un 28-0 dans le dernier acte. L'année dernière, Washington State avait réussi à l'emporter contre Washington dans la Apple Cup. Ça n'a pas été le cas. Ils ont vraiment pris l'eau en fin de match, 28-0 avec des turnovers, un pick six notamment. Donc voilà, pour Washington State, c'est compliqué. On va revenir sur la montagne ouest maintenant avec UNLV qui était mené de 14 points 3 fois dans son match face à Miami, Ohio, sur le terrain des Red Hawks. Ils étaient donc menés 3 fois de 14 points et ils sont allés arracher la victoire en overtime. Un exploit pour les Rebels. C'est le plus gros comeback. En tout cas, je ne sais pas si c'est le plus gros comeback en termes numériques, mais le fait de revenir, en fait, à chaque fois, ils reviennent, puis ils reprennent 2 possessions de retard, puis ils reviennent, puis ils reprennent 2 possessions. Bref, c'était un match de traînard pour UNLV qui s'est laissé distancer, mais jamais assez pour être complètement largué. Match complètement fou avec un pick six partout, un kick return pour Miami, Ohio, mais malheureusement pour ces derniers, leur QB titulaire Decan Finn s'est blessé sur le pick six, et ça a été une mauvaise nouvelle pour eux, parce que même si Henry Esson n'a pas été mauvais au remplacement, l'attaque n'a pas été tout à fait la même. Il y a eu un beau duel de running back entre le running back de UNLV, Jaden Thomas, 119 yards et 1 TD à la course, et Kaini Tracy pour Miami, Ohio, 104 yards à la course et 84 yards à la réception, et 2 touchdowns également à la réception. Le gros problème de Miami, Ohio, c'est qu'ils n'ont pas pu contrôler la cloque, surtout en deuxième mi-temps, ce qui a permis à UNLV de revenir et de l'emporter en overtime. Le field goal pour aller en overtime 2 a été complètement loupé de la part des Red Hawks et a dû se transformer en triplé improvisé, qui a raté, puisqu'en plus c'était à une trentaine de yards, donc c'était compliqué. En gros, le snap est un peu raté, le holder est obligé de partir avec la balle pour tenter d'avancer, de valider la quatrième, sauf que c'était une 4e et 13, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une action un peu bordélique, et UNLV qui s'en sort, UNLV qui survit. 4-0 pour UNLV dans ce début de saison. UNLV, qui n'a pas affronté des adversaires non plus. Ils ont affronté UCLA, donc tu peux dire que c'est une équipe Power 4, mais c'est la moins bonne de tout le Power 4. Et pour Miami, Ohio, en revanche, 0 victoire, 3 défaites pour Miami, Ohio. Même si on a affronté, même si on s'est déplacé 2 fois contre Wisconsin et Rutgers. Miami, Ohio, c'est compliqué le début de saison, mais on va attendre les matchs de conférence, parce que voilà, ils n'ont pas non plus joué des équipes des bras cassés, même si Wisconsin c'est pas non plus ça, mais bon, voilà, bref. La grosse surprise de la nuit en Mountain West est venue de San Diego State, qui a créé la surprise face à Cal qui était en très grande forme sur ce début de saison, et pourtant ils n'ont pas inscrit le moindre point. Victoire 34-0 de San Diego State.
Saga Polutele a lancé 2 interceptions. Le jeu de course a été maintenu à seulement 65 yards et la défense de San Diego State s'est même permis un scoop and score. 3 drives en 2 and out, un 4e down stoppé dans le premier quart-temps. Ça a fait mal parce que ils avaient fait un premier drive où ils ont fait 19 jeux en 10 minutes qui ont été stoppés au 4e down, donc 0 point derrière ça. Et puis après, il y a eu 3 drives en 2 and out. Bref, Cal a été muselé tout simplement par les Aztecs qui les ont complètement éteints et ils ont été beaucoup plus explosifs en attaque, notamment avec un TD en 3 jeux et 80 yards. Le receveur Jordan Napi réalise un gros match avec 154 yards et un TD en 9 réceptions. Et pour la D-line des Aztecs, 4 sacs et 5 tackles for loss. San Diego State en 2-1 qui remporte une belle victoire face à California. San Diego State a surveillé, vous me les surveillez ceux-là pour la Mountain West. Les autres matchs de la Mountain West rapidement, San Jose State a battu Idaho difficilement 31-28 grâce à un field goal à 7 secondes de la fin. Nevada a perdu sur le terrain de Western Kentucky 31-16. Boise State l'a emporté 49-37 sur le terrain de Air Force et commence ses matchs de Mountain West avec une victoire. Ils se sont rassurés les Broncos avec un match solide du running back Dylan Riley, 171 yards et 4 TD au sol, plus 84 yards et 1 TD à la réception. Dylan Riley qui peut être le nouveau running back 1 des Broncos à la place de Sir Gaines. Utah State a battu McNeese 48-7 et en 3-1 également. Wyoming a perdu sur le terrain de Colorado 37-20 et Fresno State l'a emporté contre Hawaii 23-21. Micah Alejado, le petit prince, n'a pas fait un beau match, malheureusement pour mon plus grand malheur. On passe maintenant à la MAC avec une surprise, Toledo qui a perdu sur le terrain de Western Michigan avec un Tucker Gleason des plus mauvais jours. Tucker Gleason l'année dernière, c'était déjà ça, des très bons matchs et puis la semaine d'après, ça peut être un match absolument putride. Moins 200 yards à la passe, 2 interceptions, 0 touchdown. C'était un vrai match bourbier. Les Rockets n'ont jamais pu se défaire des Broncos et les Broncos les ont punis à la fin du match avec un touchdown à la course du quarterback Brock Lowry. C'est la première victoire de la saison pour Western Michigan, alors que Toledo commence la MAC avec une défaite et un bilan à 2-2. Bref, vraiment pas un bon début de match, un bon début de saison pour Toledo, qui est pourtant attendu comme une des équipes favorites de la MAC et qui se fait surprendre par Western Michigan, une équipe de Western Michigan l'année dernière, rappelez-vous, qui avait aussi très bien démarré en MAC avant de complètement s'écrouler sur la deuxième partie du calendrier de conférence. Eastern Michigan a battu Louisiana dans un petit match sympa entre équipes de Group of 5. Match où l'écart n'a jamais été plus haut que 7 points et très longtemps entre 3 et 4. Ça a été back and forth, comme disaient les Américains, un coup à toi, un coup à moi. Malheureusement pour les Raging Cajuns, le match de ping-pong s'est violemment terminé avec 2 interceptions dans le dernier quart-temps, ce qui a permis à Eastern Michigan de tenir son score et de l'emporter. Le début de match est difficile pour Louisiana, qui est en 1-3 avec 2 défaites vraiment évitables. Donc face à Eastern Michigan et également face à Rice, à chaque fois de 3 points ou moins de différence. Donc victoire d'Eastern Michigan 34-31 grâce à ces 2 interceptions dans le dernier quart-temps. Les autres matchs de la MAC, Kent State court toujours après sa première victoire en FBS depuis novembre 2022, si je dis pas de bêtises. Bon, c'est pas ce week-end qu'ils allaient gagner, ils ont perdu 66-10 sur le terrain de Florida State. Je vérifie juste, mais je crois que c'est bien ça, hein. Je crois que c'est 2022 leur dernière victoire. Ouais, c'est ça, c'est novembre 2022, leur dernière victoire contre une FBS, c'était contre Buffalo le 26 novembre 2022. Bon, voilà, Kent State qui ne gagne toujours pas. Bowling Green qui a perdu sur le terrain de Louisville 40-17. Central Michigan qui l'emporte face à Wagner 49-10. Ball State qui perd sur le terrain de Yukon 31-25. Troy qui de la Sunbelt donc qui a gagné 21-17 face à Buffalo. Il y avait quelques matchs entre Sunbelt et MAC ce week-end. Ohio qui bat Gardner-Webb 52-35. Northern Illinois qui perd 38-10 face à Mississippi State et Akron qui bat Duquesne
51-7. On passe maintenant à la Sunbelt, donc qui affrontait des adversaires de MAC, mais pas que. Le gros match de la Sunbelt ce week-end, c'était le match entre James Madison et Liberty. James Madison qui est donc allé l'emporter sur le terrain de Liberty, sans doute car l'équipe locale était sûrement attendue à Glendale en Arizona le lendemain. Enfin bon, bref, je fais pas trop de mauvais esprit, mais voilà, en tout cas, Liberty était complètement absent dans ce match-là. Il n'a encaissé que 3 points dans le deuxième acte, James Madison, qui a donc vu passer 3 QB en face, Ethan Vasco, Michael Merdinger et Ethan Hook. Ethan Vasco qui s'est donc blessé en prenant un sac avant la première mi-temps. Merdinger n'a pas du tout été à la hauteur derrière et il a été bench sur le dernier drive des Flames par Ethan Hook. Un seul turnover dans le match, une interception de Alonza Barnett. Mais James Madison était beaucoup plus sérieux et a su avancer à chaque drive, Liberty étant 1-3 malgré un des calendriers les plus faciles du pays. Comme l'année dernière, Liberty était un peu en mode on a un calendrier très facile, si on gagne tout et que les autres perdent 2 ou 3 matchs, on va pouvoir arnaquer la place en playoff. Bon bah ça fait 2 ans qu'ils arrivent même pas, c'est sale fraude, qui sont donc en 1-3, James Madison étant 1-2 et remporte une victoire sympathique sur le terrain de Liberty. Les autres matchs dont on n'a pas trop parlé, UL Monroe qui a battu UTEP 31-25, Texas State qui a battu Nichols 35-3 et qui est donc en 3-1 avec une seule défaite, c'était face à Arizona State, Louisiana Tech qui a battu Southern Miss 30-20, Coastal Carolina qui bat South Alabama 38-20, Georgia Southern qui bat Maine 45-17, Marshall qui bat Middle Tennessee 42-28, Kennesaw State qui a battu Arkansas State 28-21 et Vanderbilt qui a détruit Georgia State 70-21. On va terminer avec la conférence USA désormais rapidement et juste parler du match de Delaware. Delaware qui continue son super début de saison pour sa toute première saison en FBS. C'est leur 3e victoire avec une victoire sur le terrain de Florida International et leur première victoire dans la conférence USA. Donc 3-1 pour Delaware qui l'emporte 38-16 sur le terrain de Florida International. Donc c'est la toute première victoire en conférence et également la première victoire à l'extérieur en FBS. Victoire solide puisqu'il est mené 24-7 à la mi-temps. Le quarterback Nick Minicucci continue son beau début de saison avec déjà 1065 yards et 8 TD à la passe. C'est franchement la belle victoire la belle histoire en USA avec une équipe de Delaware qui joue sans complexe et qui veut viser haut dès sa première saison dans la conférence. On va vraiment suivre ça de plus près pour voir si Delaware peut continuer sur sa lancée. Après, je me demande s'ils ont le droit de jouer la finale de conférence parce que comme c'est leur première saison en FBS, je sais qu'il y avait déjà eu le cas en conférence USA. Je vais regarder en 2022. En 2022, c'était finale qui était entre. C'était en 2023. Ouais, ça, en 2023, Jacksonville State était inéligible. Sauf qu'en 2024, ils avaient fait sauter l'inéligibilité, je crois, pour Jacksonville State. Je crois qu'ils leur avaient fait sauter l'inéligibilité. Donc, est-ce qu'ils vont le faire aussi pour Delaware? On va voir. En tout cas, ils sont en 3-1, 1-0 en conférence USA. Le début de saison est beau et surtout, ils sont qu'à 3 matchs d'un bowl. Mais encore une fois, du coup, non, s'ils sont pas. Je vais vite vérifier ça. Est-ce qu'ils sont éligibles? Ah non, du coup, ils sont pas éligibles. Ils sont pas éligibles pour une finale de conférence, ni même pour un bowl. Mais bon, en tout cas, s'ils arrivent déjà à faire un plateau de 6 victoires pour la première saison en FBS, bravo à eux, tout simplement. Les autres matchs dont j'ai pas trop parlé en conférence USA, Sam Houston qui s'est fait démolir par Texas 55-0. Jacksonville State qui l'emporte 45-10 face à Murray State. Missouri State 2-2, victoire contre UT Martin 42-10. Missouri State qui a aussi ouvert son compteur en FBS contre Marshall, c'était en week 2. Et après, oui, Western Kentucky qui est en 3-1 après sa victoire 31-16 face à Nevada avec un McIvor un peu moins en forme depuis 2 matchs. C'est un peu moins ça, McIvor, je trouve, depuis 2 matchs. Mais bon, on verra bien quand les matchs de conférence commenceront. En tout cas, voilà pour tous les résultats. On va donc maintenant passer à la petite rubrique
qui ira en play-off. Et donc, qui ira en play-off si la saison devait s'arrêter maintenant? Alors bien sûr, il va falloir gagner sa conférence et ce classement-là, pour l'instant, est juste une sorte un peu de power ranking de qui actuellement est la meilleure équipe de G5. Voici mon classement. En numéro 1, je vais mettre celle qui nous a le plus impressionné sur ce mois de septembre. C'est South Florida. Malgré la lourde défaite à Miami, le fait d'avoir battu Boise State et surtout Florida leur permet d'être en tête à l'heure actuelle, surtout que c'est une victoire au Swamp. Donc South Florida pour moi est actuellement la meilleure équipe du G5 et si on devait choisir une équipe du G5 pour aller en playoff, ce serait les Bulls de South Florida. Les 2 autres prétendants qui suivent derrière sont également dans la conférence américaine. Memphis vient de battre Arkansas et donc pour moi la deuxième meilleure équipe du Group of 5. Et Tulane a certes perdu contre le Miss, mais ils ont battu Duke et Northwestern sans forcer et c'est pour ça que je leur donne le spot de 3e place. Ensuite, je mettrai UNLV en 4e. Même si l'équipe n'est pas toujours très sereine, ils sont en 4-0, ils sont là. Et en 5e, je mettrai Boise State qui se remet en avant petit à petit et qui va donc pouvoir rester dans la course. Puis du côté de mes wildcards, je dirais Navy et North Texas en American, même s'ils ne sont pas encore de vrais quality wins, mais en tout cas ils sont dans le coup déjà, ils n'ont pas perdu pour l'instant. Et c'est peut-être le plus important. Et puis dans les autres conférences, honnêtement, ça part de beaucoup plus loin. Et pour l'instant, je ne vois pas vraiment de prétendants. En MAC, j'en vois pas. Il y a eu trop de défaites déjà pour commencer. Texas State est le plus impressionnant en Sunbelt. Et si je devais choisir une équipe de Sunbelt, ce serait les Bobcats. Et en conférence USA, étonnamment, je dirais Delaware. Delaware qui impressionne le plus. Alors, est-ce que ça impressionne le plus parce que première saison en FBS, on ne s'attendait pas à ce que ça marche aussi bien d'entrée? Objectivement, ce serait peut-être Western Kentucky la plus impressionnante, mais j'ai envie quand même de donner la petite palme à Delaware. Maintenant, on verra si ça tiendra. Les matchs à suivre pour la week 4, qui est la week 5, pardon, qui est une très très grosse week, surtout chez les grosses équipes dans le Power Form, mais il y a quelques matchs sympathiques à se jeter dans le Group of 5. Ça commence vendredi à 1h30 du matin. Army qui se déplace sur le terrain de East Carolina. 2 équipes qui ont besoin d'engranger des victoires pour pas se retrouver décrochées pour la lutte pour la finale de conférence. Samedi à 19h, on aura Eastern Michigan qui se déplacera sur le terrain de Central Michigan. C'est la plus vieille rivalité de la MAC. Et c'est un match qui compte aussi pour le Michigan MAC Trophy entre les 3 équipes du Michigan, donc Eastern, Central et Western. Samedi à 21h30, on aura Rice qui se déplace sur le terrain de Navy. 2 équipes qui ont bien démarré leur saison et qui peuvent peut-être s'inviter à la lutte pour la finale de conférence. Samedi 22h, New Mexico State qui se déplace sur le terrain de New Mexico. Ça, c'est une rivalité que personnellement j'aime beaucoup. La rivalité du Nouveau-Mexique. Et puis Tulane qui se déplace sur le terrain de Tulsa. Tulsa qui a fait tomber Oklahoma State. Tulane qui va avoir besoin de se remettre à l'endroit après la claque subie à Ole Miss. Et puis dimanche à 1h30, App State qui se déplace à Boise State. Voilà pour cet épisode. Merci à vous de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine, peut-être avec Geoffrey, peut-être avec Baptiste, peut-être avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, j'essaierai de faire ce podcast Group of 5 toutes les semaines pour vous tenir au courant des résultats, parler un petit peu de quelques joueurs qui sortent du lot, même si pour l'instant, il n'y a pas encore trop de joueurs qui font vraiment sortir du lot. On attend vraiment les matchs de conférence aussi pour cela. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, dans un Group of 5 qui ne laissera pas forcément beaucoup de place à l'erreur, puisqu'il faut être le meilleur champion de conférence et donc lâcher le moins de matchs possible maintenant dans les 2 mois à venir. Je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde et passez une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée selon quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Salut tout le monde!